Mais bon, eh bien, bonjour à tous. Donc on se retrouve ce matin pour un nouvel atelier ce mois-ci sur la partie formation adossée à la certification. Donc là, on va voir comment structurer une offre de formation. Annelise, je vais te laisser la main et puis de mon côté, je vais couper mon micro et continuer d'accepter ceux qui arrivent. Ok, parfait. Écoutez, bonjour tout le monde. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous informer sur les règles et contraintes à respecter dans le cadre des formations qui préparent à l'obtention d'une certification. J'en ai encore eu l'échange cette semaine avec quelqu'un. C'est vrai que ça peut concerner à la fois les certificateurs, mais aussi les partenaires. L'idée, c'est vraiment de pouvoir voir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Comme d'habitude, ça se veut un échange. Donc, si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Le but, voilà, c'est que ça serve à tout le monde. Et puis, si vous avez des retours d'expérience, on les prend également. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de comprendre clairement la différence entre formation et certification. Alors, ça peut paraître trivial, mais le retour que j'en ai, c'est qu'il y en a encore beaucoup qui confondent les deux. Donc, ça va être bien de repositionner déjà le contexte, de pouvoir ensuite voir comment on construit un parcours de formation qui répond bien aux enjeux d'une certification, d'identifier ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire vis-à-vis de France Compétences, mais aussi par exemple du CPF, et de voir comment ça va impacter votre dépôt, votre renouvellement de titre RS-RNCP, parce qu'effectivement, depuis le 1er octobre 2025, on demande dans les dossiers de fournir un dossier pédagogique. Ce dossier pédagogique, ça va permettre de démontrer que vous êtes capable de déployer une formation qui est cohérente par rapport à la certification. Là où avant, France Compétences ne regardait pas du tout les formations et il n'avait pas d'avis à émettre sur les moyens pédagogiques. Maintenant, vous devez démontrer qu'ils sont en adéquation avec la certification. Donc, on va voir comment on peut le démontrer dans les différents dossiers qu'on dépose auprès de France Compétences. Donc, je commence avec mon petit côté trivial, c'est de ne pas confondre formation et certification. Donc, la certification, c'est bien l'examen qui va venir valider ou non l'acquisition de certaines compétences, par le biais de différentes pratiques, de mise en situation, d'études de cas pratiques, de soutenance orale. Enfin, voilà, vous le savez très bien, on a eu un webinaire là-dessus il n'y a pas longtemps sur les modalités d'évaluation. On va venir valider l'acquisition des compétences. La formation, elle permet, lorsque je n'ai pas les compétences, de venir les développer. Donc, c'est par des outils pédagogiques, et on verra lesquels, que je vais pouvoir acquérir les compétences et donc ensuite pouvoir me présenter à l'examen pour justement démontrer que je les ai bien. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. En soi, on peut passer une certification sans formation et on peut faire une formation sans certification. Donc, vraiment, il faut dissocier les deux. Et c'est un peu le cœur de toute démarche, notamment quand vous envisagez un projet de certification. Souvent, on se dit, on a une bonne formation, ça peut donner lieu à une certification, et pas forcément. Donc vraiment, voilà, il faut bien dissocier les deux se complètent, mais sont vraiment différentes dans leur finalité. Au niveau de la formation, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs types de formations et là-dessus, France Compétences va peut-être avoir son mot à dire. Et ça devient intéressant de pouvoir le penser par rapport à ce que ça va apporter à la personne en termes d'acquisition des compétences. Donc, on a à la fois les formations individuelles versus les formations collectives. J'ai encore eu le débat cette semaine avec une consoeur sur l'intérêt de chacun des deux formats. Alors, c'est vrai que la formation collective, elle permet de faire émuler par l'énergie du groupe certaines réflexions, une certaine énergie qui vont permettre de développer des compétences. Pour autant, la formation individuelle, ce n'est pas forcément de l'accompagnement déguisé. La formation individuelle, elle permet aussi de s'adapter au rythme de chacun. Chaque format a son intérêt. Donc là, c'est aussi en fonction du type de compétences à développer, de déterminer le format qui est le plus adapté. On a aussi synchrone vs asynchrone. Donc, ce qu'on appelle asynchrone, c'est de la formation sans le formateur, donc par exemple du e-learning ou du travail personnel. La formation synchrone, c'est on se voit avec le formateur, que ce soit à distance ou en présentiel. Donc là, l'idée, c'est aussi de déterminer selon le temps qu'il faut pour maîtriser les compétences. Est-ce qu'il y a besoin d'inclure des temps de travail asynchrone où le stagiaire va pouvoir développer des travaux qui seront bien sûr ensuite corrigés par le formateur, mais qui vont permettre de mettre en pratique
Parce que ce qui est important quand on prépare une certification, c'est la mise en pratique. Quand on est sur des formations de connaissances, des formations de sensibilisation, et elles ont leur valeur, attention, hein, mais là, on ne prépare pas une certification. Les formations comme ça, de sensibilisation, de connaissances, et elles sont très, très intéressantes à bien des égards, elles ne peuvent pas donner lieu à l'acquisition de réelles compétences reconnues dans le cadre d'une certification RS ou RNCP. Pour préparer à une certification, il y a vraiment cette notion de passage à l'acte, de maîtrise, que ça soit sur des gestes techniques ou des compétences qui paraissent plus théoriques, mais en fait qui ne le sont pas, comme par exemple tout ce qui va être communication, stratégie. Voilà, donc là aussi, ça nécessite ce passage à l'action. Donc c'est bien de le faire ressortir dans votre programme, de montrer que on est vraiment sur une acquisition de compétences et pas seulement de connaissances, pour montrer que on va faire aux stagiaires, donc que ça soit en individuel ou en collectif, peu importe, on va faire pour s'assurer qu'ils apprennent vraiment des méthodes, des pratiques et qu'ils sont capables de les reproduire. Parce que si on est juste sur de la formation descendante où on va juste expliquer les choses, forcément, on ne peut pas s'assurer que la personne, elle les a assimilées et surtout qu'elle sera capable de le refaire sans nous. Donc ça, c'est très important d'inclure dans les temps de formation et de justifier que vous êtes vraiment dans de la transmission de compétences et pas seulement de connaissances. Le présentiel vs le distanciel, alors ça, c'est un vrai sujet pour France Compétences. J'ai déjà eu dans des dossiers des retours par rapport à des formations prévues à distance où, selon le type de compétence, ça peut ne pas être justifié. C'est-à-dire que quand vous êtes dans des gestes techniques nécessitant du matériel précis, il paraît compliqué de se dire que la formation, elle est faite à distance, ou alors il faudra vraiment l'argumenter très sérieusement. Donc ça, gardez-le en tête aussi. La modalité, elle doit être cohérente par rapport aux compétences visées. Et si ça ne paraît pas très intuitif de base, il faut vraiment développer un argumentaire pour justifier auprès de France Compétences que la modalité choisie, elle est quand même possible dans les conditions. Par exemple, si vous transmettez du matériel au domicile du stagiaire ou je ne sais quoi, mais voilà, il faudra vraiment le justifier. Faites attention au distanciel. Alors, quand je dis faites attention au distanciel, c'est pas, faut pas faire du distanciel. Attends, non, pas du tout. Hein. Mais faites attention, juste, ça nécessite toujours un point de vigilance supplémentaire, une argumentation supplémentaire pour justifier que c'est possible et cohérent au regard des compétences qui vont être développées. Et je voulais aborder aujourd'hui la notion de format hybride parce que moi, vraiment à titre personnel, je pense que c'est ce qui est le plus efficace. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui marche le mieux, c'est d'avoir un petit temps de chaque, un petit temps avec le formateur, un petit temps de travail personnel, du synchrone, de l'asynchrone, éventuellement de l'individuel, du collectif. Pensez au format hybride parce qu'en mélangeant tout ça, parce qu'il n'y a pas de règle définie, hein, on n'est pas obligé de se positionner dans une case et du coup abandonner les autres. Le fait de mélanger les différents formats, ça permet d'avoir quelque chose qui va prendre les bénéfices de chaque solution et qui va permettre d'avoir voilà, le meilleur de chacune de ces modalités. Donc voilà pour les différents formats de formation qui sont possibles, que vous pouvez piocher, déployer pour les différentes formations certifiantes. Il n'y a pas de questions, Léa, je continue. Non, il n'y a pas de question. J'en profite juste pour rappeler que justement, on a parlé de l'hybridation des formations la semaine dernière. Je vous ai partagé le lien du replay pour ceux qui voudront, dans la journée ou plus tard, aller y jeter un œil. Alors, je continue. Donc, après avoir choisi les formats qui vous semblent adaptés au regard des compétences visées par le référentiel, l'autre point de vigilance super important dans la conception du programme de formation, ça va être de respecter scrupuleusement le référentiel de compétences, ni plus ni moins. Que vous soyez sur un référentiel ORS, un bloc de compétences au RNCP ou l'ensemble d'une certification au RNCP, vous devez valider l'ensemble des compétences qui sont visées. Ni plus ni moins. C'est-à-dire que je ne peux pas rajouter, ah bah tiens, si vous achetez cette formation, je vous offre tel contenu en plus, parce que bah, effectivement, ça peut paraître pour de la vente déguisée, c'est-à-dire que je m'adosse à un certificateur en création d'entreprise et puis j'offre de la communication digitale en plus. Voilà, alors certainement pas. Ça, c'est le genre de pratiques qui sont condamnées, répréhensibles au niveau du CPF, donc faites très attention à ça. Au niveau des compétences visées, pour autant, pour atteindre une compétence, des fois, je peux être amenée à ajouter des connaissances.
Pour atteindre ce niveau-là, j'estime qu'il y a besoin de connaître la réglementation sur tel aspect, il y a besoin de connaître des prérequis, des choses. Voilà, je peux étoffer, rajouter par rapport aux simples mots qui sont dans le référentiel, mais uniquement parce que c'est cohérent et parce que ça va permettre d'atteindre ce niveau-là. Donc, il faut faire très attention sur le périmètre du programme de formation. Oui, Christophe? Oula, j'ai été surpris. Non, Alice, terminez votre propos. J'avais une petite question, mais j'ai terminé et puis je la poserai après. Donc, faites très attention au niveau voilà, du contenu de la formation. Vous pouvez ajouter des choses si c'est justifié, si ça permet d'atteindre les compétences et le niveau final visé par la certification, mais pas si c'est sans propos et si c'est pour rajouter des thématiques, même si vous vous dites ah ben aujourd'hui, je ne sais pas, c'est indispensable de maîtriser l'IA, je vais rajouter de l'IA. S'il n'y en a pas du tout dans le référentiel et que ça n'a pas de lien, ce n'est pas parce que vous jugez que c'est indispensable que vous pouvez le faire. Donc, faites attention à ça. Vous pourrez toujours en parler avec vos apprenants en cours, mais dans le programme, dans le contenu officiel que vous communiquez, faites attention, restez vraiment très proche du référentiel de compétences. L'autre point que je vais aborder, après je prendrai la question de Christophe, du coup, c'est l'alignement avec les modalités d'évaluation. C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience que les compétences que vous transmettez et le niveau vers lequel vous voulez amener vos stagiaires va permettre derrière de passer un examen. Donc, il faut absolument que vous ayez toujours en tête l'examen final que votre stagiaire va passer pour valider ses compétences. Donc, ça rejoint aussi l'idée qu'il va vraiment falloir le préparer techniquement à cet examen et s'assurer que toutes les compétences qu'il aura acquises dans le cadre de la formation lui permettront de passer cet examen. Christophe, je vous écoute. Hop, merci. Alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui des possibilités d'ajouter une spécialisation dans un parcours de formation sur une certification donnée? Alors, l'objectif de la spécialisation n'est pas d'ajouter des compétences, mais de répondre à des besoins qui seraient liés à un bassin d'emploi, par exemple, et qui seraient, j'insiste, hors certification. Voilà. Par exemple, voilà, on développe je sais pas, on va prendre une formation qualité, et puis on se dit, bah, il y a un fort besoin dans l'industrie agroalimentaire dans la zone donnée. On se donne dans notre programme de formation un volume de 35 heures, une semaine, et puis dans ces 35 heures, on monte un dispositif qui permet d'approfondir les normes agroalimentaires et tout ce qui est relatif à l'hygiène, etc., etc. Est-ce que c'est encore possible? Ou est-ce que il vaut mieux éviter maintenant? Alors, la réponse, c'est oui et non. C'est-à-dire que, non, mais je vais quand même préciser, je ne vais pas vous laisser sur ça. Donc, en fait, sur le programme, d'afficher clairement une couleur en plus de la certification agroalimentaire, ce n'est pas possible. Donc, dire responsable qualité spécialisé en agroalimentaire, l'écrire noir sur blanc dans le programme, ce n'est pas possible. Comme pour le RS, où on a beaucoup de personnes qui prennent les certifications en création, reprise d'entreprise et qui vont ajouter un domaine. Création, reprise d'entreprise dans l'esthétique, création, reprise d'entreprise dans le commerce. Ça, on n'a pas le droit. En fait, on n'a pas le droit d'ajouter une couleur en plus de la certification visée. Donc, si vous faites ça, effectivement, vous allez vous faire attraper. Néanmoins, là où c'est possible de le faire, moi, ce que je conseille toujours, c'est la partie cas pratique. Ça veut dire que dans les faits, vous allez faire une formation, je prends responsable qualité, dans laquelle, quand on apprend à être responsable qualité, on a de la veille à faire qui peut être sectorielle, on a un plan qualité à monter, etc. Qu'on le fasse dans l'agroalimentaire ou dans le secteur de l'automobile, finalement, la méthodologie, elle est la même. Par contre, dans ce cas-là, de prévoir une semaine que vous appelez cas pratique, mise en pratique, et là, dire aux gens qu'ils ont le choix ou pas de prendre un secteur en particulier, que vous leur recommandez très fortement de prendre le secteur de l'agroalimentaire parce qu'il y a des opportunités là-dessus, là, ça ne pose pas de problème en fait, parce que finalement, vous allez mettre en pratique les compétences de la certification visée en leur donnant la possibilité de l'appliquer sur un cas pratique
plus techniques. Et pour le coup, c'est quand même utile parce que finalement, derrière, s'ils vont être embauchés dans une entreprise, c'est exactement ce qu'ils vont devoir faire. Donc là, finalement, ça a tout son sens. Et ça peut même avoir doublement du sens quand, lors des épreuves, on doit préparer un cas pratique pour passer l'examen oral. Donc, ça fait d'une pierre deux coups, à la fois ce qu'ils préparent dans le cadre de la formation, ils peuvent le présenter à l'examen, ou alors ça les entraîne dans tous les cas à ce qu'ils devront produire pour l'examen. Donc, c'est tout bénéfique. Et ça, vous avez tout à fait le droit de le faire. Donc, moi, je ne l'afficherai pas de manière… vous pouvez toujours marquer dans le programme que cette certification permettra notamment d'avoir des postes de responsabilité dans l'agroalimentaire. Vous pouvez l'écrire, mais je n'écrirai pas noir sur blanc dans le programme une partie de spécialisation quand ce n'est pas prévu par le référentiel visé. D'accord, très clair. Merci Annelise. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou je continue? Alors, on n'en a pas dans le fil de discussion, mais si certains veulent prendre la parole, n'hésitez pas. Bon, je continue. Donc, la slide suivante, c'est la suite logique de ce qu'on était en train de dire. C'est donc qu'il faut vraiment préparer réellement à la certification. Depuis le dernier référentiel d'autocontrôle qui est sorti par le CPF, on demande notamment aux certificateurs de prévoir ce qu'on appelle un peu des épreuves blanches. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir préparer les candidats au passage des examens. Et c'est important parce que, quand bien même je leur transmets des compétences, l'examen, il est fait d'une certaine manière, dans un certain temps donné, avec des règles. Et en fait, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas juste là pour les former aux compétences. On est là aussi pour les préparer à l'examen. Et souvent, ça, c'est un point qui est sous-estimé, oublié par les organismes de formation qui font des formations très qualitatives, mais qui ne font pas forcément la préparation à l'examen. Donc, c'est important d'intégrer dans vos parcours de formation cette dimension préparation à l'examen, parce qu'on n'est pas sur n'importe quelle formation, on est sur une formation certifiante. Donc, c'est important de faire apparaître dans vos programmes de formation les parties où vous allez les reproduire au plus près les conditions d'examen et entraîner vos candidats à le passer pour avoir le meilleur taux de réussite possible. Là, je parle donc de préparer les candidats. On va distinguer aussi, et c'est important… Ah, mon écran est parti en cacahuète. Désolée, je vous remets. Voilà. Donc, je disais, c'est important de distinguer évaluation formative et évaluation certificative. Les évaluations certificatives, c'est donc les épreuves que les candidats vont passer dans un temps donné selon le règlement de certification qui sont bien encadrés, notés par un jury, etc. Souvent, quand j'étais auditrice Calliope, je voyais que les gens, ils disaient dans un programme de formation, modalité d'évaluation, c'est l'examen. En fait, oui, il y a l'examen, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des évaluations formatives. En tant que formateur, il faut bien valider l'acquisition des compétences au fur et à mesure de la formation des stagiaires. Alors certes, il n'y a pas dans ce cas-là une obligation de résultat en mode tout le monde doit atteindre le niveau, mais il y a une obligation de mesure. Et donc, vous pouvez ou pas calquer les évaluations formatives sur le même modèle que les évaluations certificatives, mais c'est bien quelque chose qu'il faut faire en plus pour vraiment s'assurer qu'il y a une montée en compétences des stagiaires et s'assurer qu'ils se préparent effectivement à l'examen qu'ils passeront à la suite de la formation. Voilà pour ces épreuves. Est-ce que là, il y a des questions ou je poursuis? Je crois qu'on a un auditoire plutôt sage aujourd'hui. Tu peux continuer. Bon, je continue alors. Donc, en résumé, quand je veux construire une offre de formation, je vais devoir aligner très clairement le contenu avec la certification, en prévoyant également la préparation aux épreuves. S'il y a des prérequis qui ont été fixés par le certificateur, il ne faut pas les oublier. Ça sera important de les vérifier et de les remettre dans votre programme de formation. Alors, quand j'ai créé ce programme de formation et que je veux le proposer sur le CPF, on me pose souvent la question, est-ce que je peux avoir plusieurs tarifs? Est-ce que je peux, pour une même certification, avoir plusieurs formations qui, certes, préparent à la même certification, mais avec des tarifs différents? La réponse est oui, mais il faut que ce soit justifié au regard, par exemple, des modalités pédagogiques. Si vous avez un parcours en 35 heures avec que du présentiel, mais un parcours en 100 heures avec du e-learning, oui, les tarifs peuvent être différents.
Donc, vous avez le droit de mettre des tarifs différents, mais uniquement si c'est justifié. Et ça rejoint le fait que EDOF vous demande maintenant d'avoir une politique tarifaire et de pouvoir justifier chacun de vos tarifs. Faites attention aussi à regarder le prix du marché, parce qu'aujourd'hui, c'est un des moyens que EDOF a de contrôler les organismes de formation en ciblant ceux qui sont au-dessus du prix du marché. Donc, par rapport à votre secteur, regardez les tarifs de vos concurrents, regardez le prix du marché. Si vous êtes au-dessus, je ne vous dis pas de ne pas l'être, soyez prêt à l'argumenter. Pourquoi vous êtes au-dessus, pourquoi vous êtes plus cher. Mais c'est juste qu'il faut être prêt à l'argumenter et avoir l'argumentaire de prêt en cas de contrôle du CPF. Donc, soyez attentifs à avoir vraiment une cohérence globale dans vos différentes offres de formation, parce que c'est un point de vigilance important en cas de contrôle. Je crois que j'ai vu passer une question, Léa. Tout à fait. On a eu une question de Jessica, c'était plutôt sur les évaluations formatives. Est-ce qu'elles sont obligatoires dans le cadre de la certification ou est-ce que c'est fortement recommandé, conseillé? À mon sens, elles sont obligatoires parce que dans le cadre de Calliope, vous devez évaluer les objectifs. Donc, dire ils sont évalués dans le cadre de la certification, ce n'est pas du tout une garantie suffisante, sachant que le candidat peut ou pas se présenter à la certification. Donc, oui, effectivement, vous avez le devoir d'évaluer. Et en plus, dans le cadre du CPF, c'est écrit dans les conditions générales que vous devez avoir une évaluation progressive des apprenants tout au long de la formation. Donc non, ce n'est pas facultatif, c'est vraiment obligatoire. Par contre, la forme, vous en êtes libre. Vous n'êtes pas obligé de mettre en place des examens blancs. Vous pouvez, c'est conseillé, mais vous n'êtes pas obligé de mettre en place des examens blancs selon le même format que l'examen final. Si vous vous contentez de questionnaires ou voilà, on ne pourra pas vous le reprocher du moment que ça reste cohérent avec les objectifs, attention. Parce que dans le cadre d'un audit Calliope, l'auditeur va vérifier que le moyen d'évaluation est cohérent avec les objectifs mesurés. Merci. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, quelle est la différence entre les évaluations blanches et formatives? En fait, les évaluations formatives peuvent être des évaluations blanches ou pas. C'est-à-dire que les évaluations formatives, ce sont toutes les évaluations que je mets en place dans le cadre de la formation, tant l'évaluation de démarrage que l'évaluation de mi-chemin, que l'évaluation finale. Je peux me calquer sur le modèle de l'examen, et dans ce cas-là, on parlera d'épreuves blanches, ou pas. Ça n'est pas une obligation pour le coup. Néanmoins, ça fait quand même sens de se dire, je vais préparer mes candidats vraiment au passage de la certification, en les préparant aux conditions les plus proches de l'examen final qu'ils vont vivre, comme quand on était au lycée et qu'on passait un bac blanc avant de passer le bac. L'idée, c'est vraiment de se dire, on n'est pas là que pour les former, parce qu'on est dans une formation certifiante, on est aussi là pour les préparer à l'examen. Super, merci. Si vous voulez prendre la parole parce que vous voulez des éclairages là-dessus, n'hésitez pas. Et sinon, je te laisse continuer. Allez. Donc, un autre point que je voulais aborder avec vous, parce que c'est un peu l'inquiétude du moment et ça reste très important, c'est le fait d'anticiper les contrôles. Donc, à la fois les contrôles du CPF, à la fois les contrôles de France Compétences. Donc, je voulais ici revoir avec vous un petit peu tous les éléments qui sont attendus dans le cadre de ces contrôles. On va vous demander de prouver que les formations, elles ont réellement eu lieu. Donc, par le biais des feuilles d'émargement ou des relevés de connexion quand on est notamment à distance ou en e-learning. Est-ce qu'il y a bien eu une convocation d'envoyé? Je rappelle qu'avec le CPF, on ne fait pas de double contractualisation, on n'envoie pas de convention, on n'envoie pas de contrat, tout ça, ça se fait via directement votre espace CPF. Est-ce que j'ai délivré les certificats de réalisation? Est-ce que j'ai mis en place des moyens pour suivre la progression des stagiaires? Voilà. L'idée, c'est vraiment comment je vais justifier que la formation elle a réellement eu lieu. Ensuite, je dois justifier ce qu'on disait, les évaluations formatives. Donc, comment j'ai évalué le stagiaire d'un point de vue de la formation? Est-ce qu'il a bien été inscrit aux épreuves de certification? Est-ce qu'on lui a communiqué toutes les informations relatives au passage de l'examen? Parce que je rappelle que dans le cadre d'une formation payée, notamment par le CPF, c'est un point absolument obligatoire. Si derrière le candidat prend le risque de ne pas se présenter, c'est lui qui serait embêté, qui pourrait être amené à rembourser sa formation. Mais vous, en tant qu'organisme de formation, l'obligation est bien de l'inscrire et de l'informer. Est-ce que la certification elle a bien eu lieu? Donc là, en tant que certificateur, on doit conserver les procès-verbaux, les décisions du jury, etc. Là, ça dépasse un peu le cadre de l'OF pur. Derrière, on doit documenter la qualité de la formation.
Donc, les programmes, les déroulés pédagogiques, les supports d'évaluation. Est-ce qu'ils sont actualisés? Est-ce que j'ai une veille? Voilà, donc je dois prouver aussi la qualité de mes contenus de formation. Éventuellement, s'il y a un e-learning, de pouvoir montrer les captures d'écran de l'espace e-learning. Voilà, justifier que tout ça, ça existe et que c'est qualitatif. Et ensuite, je dois aussi, notamment dans le cadre du CPF, montrer qu'il y a un suivi de mes stagiaires de l'assiduité. Je pense notamment aux formations e-learning, où ça peut être des fois sous-estimé. C'est pas parce que le stagiaire est en e-learning qu'il fait sa vie de son côté. L'idée, c'est vraiment d'avoir un suivi de sa progression. S'il ne se connecte pas, de pouvoir le relancer. Et ça, vous devez pouvoir le justifier, notamment en cas de contrôle CPF. Est-ce qu'il y a des questions en lien avec les contrôles? Parce que je sais que c'est un point qui peut être stressant. Moi, j'en ai une peut-être en laissant les autres en attendant écrire leurs questions. Combien de temps tu conseilles de garder ces éléments de preuve? Dans La tous durée les... d'enregistrement de la certification, comment ça se passe? En gros, c'est 3 à 5 ans. C'est-à-dire que quand tu regardes les documents officiels de la réglementation, le délai le plus long qu'on peut avoir, c'est 5 ans, jamais au-delà. Et le délai le plus court, c'est 3 ans. Donc, voilà. 3 à 5 ans. Il faudrait vérifier sur les conditions générales. Alors, pour le France Compétences, je dirais du coup, ça dépend de la durée d'enregistrement de la certification. Si ça a été enregistré 3 ans, je dirais 3 ans. Si ça a été enregistré 5 ans, je dirais 5 ans. Et pour le CPF, il faudrait revérifier les conditions générales d'utilisation, vérifier s'il vous impose un délai. Mais sinon, communément, c'est 3 à 5 ans. Ok, merci. J'aurais eu le même avis. Alors, nous avons une question de Amandine qui nous dit les contrôles concernent-ils uniquement l'organisme certificateur ou également l'organisme de formation, dans le cas par exemple où un organisme utilise la certification d'un autre mais ne certifie pas les stagiaires? Alors, déjà, si c'est un contrôle CPF, ça sera forcément l'organisme de formation, qu'il soit partenaire ou certificateur, puisque là, en fait, on contrôle les dossiers CPF. Donc, du moment que l'organisme de formation a utilisé le CPF pour certains de ses clients, il est susceptible d'être contrôlé sur ces dossiers. Pour France Compétences, c'est un petit peu différent. Pour France Compétences, c'est le certificateur qui est contrôlé, qui est tenu responsable. Néanmoins, il peut aller regarder les sites, par exemple, des partenaires. Il peut regarder, s'il y a un dysfonctionnement qui remonte au niveau du partenaire, il va contrôler le certificateur, mais de facto, il va contrôler le partenaire, en fait. Mais c'est le certificateur qui est la porte d'entrée et qui est tenu responsable. C'est pour ça que les certificateurs, quand ils ont un réseau de partenaires, et on a fait aussi un webinaire là-dessus, doivent vraiment avoir des contrôles et s'assurer que leurs partenaires ne font pas n'importe quoi, parce que ça se reporterait sur eux, en fait, derrière. Voilà, donc j'espère que ça répond à la question. Sinon, il ne faut pas hésiter à prendre la parole. Oui, c'est très clair, je te remercie. Mais effectivement, je vais vous retrouver le lien qu'on a fait, du webinaire qu'on a fait sur le contrôle des partenaires. Mais je l'ai en raccourci parce que tout le monde me le demande. super. Oui, je fais partie de ceux qui sont pas mal revus en replay. Mais c'est vrai que, alors, si vous êtes certificateur, pensez vraiment à contrôler votre réseau de partenaires très régulièrement en continu. Et si vous êtes organisme de formation habilité, voilà, le certificateur, il ne fait pas ça pour vous embêter, il fait ça parce qu'il a des obligations et que, quelque part, c'est aussi pour que vous, votre activité et votre partenariat avec lui puissent continuer. Donc, gardez bien tout ça en tête. Et ça me fait venir une question. Du coup, le certificateur contrôle les supports de formation de ces organismes habilités? C'est pas une question, on est d'accord que tu l'affirmes. Hein. Oui, mais c'est vraiment pour que ce soit très clair. Oui. On contrôle tous les supports, que ça soit, quel que soit le type de formation. Ok. Et on avait des questions de Corinne. Je vais vous envoyer le lien pour tous les replays et pour vous répondre avant. Comment faire si un OF n'inscrit pas tous ses candidats à la certification? Alors, c'est embêtant parce que, en fait, si vous n'inscrivez pas les candidats à la certification en cas de contrôle, vous êtes amené à rembourser les prestations que vous avez perçues. Donc, il faut vraiment savoir que ça fait partie des obligations, des conditions générales d'utilisation du CPF,
c'est le deal, hein, on utilise le CPF parce que c'est une formation certifiante, donc on a l'obligation d'inscrire les candidats. Si vous l'inscrivez et qu'il ne passe pas la certification derrière, alors qu'il a eu toutes les infos, la faute se reporte sur le candidat parce que vous êtes en capacité de démontrer que vous avez fait votre part. Ça, c'est une chose. L'autre problème, c'est que si par contre on a un OF qui n'inscrit pas tous ses candidats, le certificateur va être embêté. Pourquoi il va être embêté? Parce qu'en fait, quand il va rendre compte lors de son renouvellement à France Compétences, il va rendre compte du nombre de candidats formés et du nombre de candidats qui ont passé l'examen. Et s'il y a un écart trop important, ça va vraiment l'embêter parce que ce n'est pas conforme aux attendus et il va falloir qu'il se justifie auprès de France Compétences. Ça peut être tout à fait un motif pour arrêter le partenariat d'ailleurs, puisqu'en général, dans les conventions de partenariat, c'est bien stipulé que si le partenaire n'inscrit pas les personnes à la certification, le partenariat est caduc et on lui retire l'autorisation de délivrer la formation. Et c'est normal parce que c'est vraiment le but, hein, on n'est pas sur des formations qu'on peut créer comme ça, on est sur des formations certifiantes, donc c'est encadré et il ne faut pas faire n'importe quoi. J'espère que ça répond à la question. N'hésitez pas, Corinne, si vous voulez compléter. On avait aussi Dominique qui nous demandait et si on est à la fois formateur et certificateur? Par rapport à quoi? Parce que du coup, formateur et certificateur, en fait, toutes les règles s'appliquent, hein. On est d'accord que je suis formateur, je dois donc tout ce que j'ai dit est applicable, et je suis certificateur, bah, c'est juste que j'ai en plus la partie des examens sur laquelle je ne rentre pas en, trop dedans aujourd'hui. Je vois pour un titre pro, alors ça ne m'éclaire pas du tout sur la question. Si vous voulez prendre la parole, Dominique, pour que vraiment on comprenne la question que vous avez et que je puisse vous répondre, n'hésitez pas, sinon précisez juste en commentaire. Attends un peu. Je me dis que ça peut être par rapport aux épreuves. Par exemple, je suis formateur et certificateur, donc je fais passer les épreuves. Est-ce que du coup, ça m'absout de faire passer les formations, enfin les évaluations formatives? Et ma réponse sera toujours non, parce que c'est vraiment deux choses différentes. Donc, à mon sens, ça ne change pas ça. Alors, on revenait en arrière sur l'inscription des stagiaires à la certification. Tac, tac, tac. Donc, si j'ai bien compris, concernant l'inscription des stagiaires à la certification, elle est obligatoire. Même dans le cas d'un suivi partiel, par exemple, si un stagiaire ne suit qu'un bloc de compétences sur un RNCP. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, les évaluations au RNCP sont dissociées par bloc. Ça veut dire qu'il passe qu'un bloc, il passe les épreuves de ce bloc. Et c'est bien justement toute la force d'un RNCP, c'est qu'on peut avoir ce qu'on appelle une acquisition, j'ai mangé le mot. Modulaire. Dis-moi. Modulaire? Ouais, je sais pas. Bref, ça. On peut acquérir le RNCP petit à petit, c'est-à-dire qu'on peut passer le bloc 1, puis le bloc 2, puis le bloc 3, et quand on a tous les blocs, on a le RNCP. Ça fait partie de la philosophie même d'un RNCP. C'est pour ça que quand on conçoit un RNCP, on doit… ah oui, capitalisation progressive, c'est ça que je cherchais. On doit préparer des modalités d'évaluation qui sont bien dissociées bloc par bloc. Donc, effectivement, quand j'ai inscrit mon candidat, mon stagiaire, et qu'il a bénéficié du CPF pour un bloc, il doit passer les épreuves de ce bloc. Ça reste obligatoire. Après, si j'ai un un stagiaire qui n'est pas allé au bout du parcours de formation, c'est autre chose. Là, on part sur des procédures d'abandon. Effectivement, il peut ne pas être inscrit et on peut le justifier en disant qu'il a abandonné, donc il n'a pas été présenté à la certification. En revanche, il faudra le comptabiliser dans les tableaux de France Compétences. Il apparaîtra en entrée, mais plus en sortie. Donc, du coup, forcément, on pourra justifier que les personnes qui ont abandonné n'ont pas été présentées. Par contre, si tous ceux qui ont fini ne sont pas présentés, là, il faut avoir un autre argument. Dites-nous, Claire. Vous m'entendez? Oui. Super. J'aurais une petite question, c'est que quand par exemple, sur un titre RNCP, on a 4 blocs de compétences plus un prérequis d'un stage d'un certain nombre d'heures. Est-ce que, par exemple, les personnes peuvent passer à la fin de leur parcours les blocs de compétences, entre guillemets, et venir chercher le titre définitif seulement une fois qu'ils auront la preuve de ce stage, en fait?
En fait, ça va dépendre où le certificateur a mis le prérequis. Est-ce qu'il a mis à l'entrée du bloc? Auquel cas, si c'est à l'entrée du bloc, il doit d'abord faire le stage avant de passer l'examen. Ou est-ce qu'il l'a mis en prérequis de délivrance de la certification? S'il a mis en prérequis de délivrance de la certification, c'est exactement ce que vous avez décrit, à savoir la personne passe ses blocs. Effectivement, il faudra qu'elle ait passé le stage pour pouvoir avoir le titre global. Ok. Merci pour cette information. De rien. Oui, Corinne? Vous activez votre micro, on ne vous entend pas. C'est bon. Pour rebondir sur ce que dit Claire, si la personne n'a pas de stage, comment on peut faire pour qu'elle passe sa certification? Est-ce qu'on est obligé d'attendre qu'elle ait trouvé un stage pour la présenter à la certification, sachant qu'elle a un parcours de formation qui a été financé par le CPF? En fait, c'est comme je le disais, ça dépend. Si le prérequis du stage, il est en entrée Bien. de bloc. Ça veut dire Oui, que en entrée de bloc. ouais. Ben là, c'est compliqué parce qu'effectivement, tant qu'elle n'a pas le stage, normalement, elle ne peut pas passer les épreuves. Donc, vous validez la partie formation. Et tant qu'elle n'a pas de stage, elle ne peut pas se présenter aux épreuves parce que c'est un prérequis pour pouvoir passer les épreuves. D'accord. Et c'est comptabilisé comment dans ce cas-là? Eh ben, c'est comptabilisé comme a fini la formation, elle n'a pas passé les épreuves. Donc, effectivement, ça peut faire partie des arguments qui justifient l'écart, justement, hein. D'accord. Et voilà, il faut dans ce cas-là expliquer. En fait, quand il y a un écart dans un dossier France Compétences, pas pour autant que tout est foutu et tout est à mettre à la poubelle, hein. Quand il y a un écart, il faut l'expliquer, c'est tout. Donc, si on constate qu'il y a plusieurs personnes qui ont fini la formation et qui n'ont pas passé les épreuves et qu'on a un écart, on peut dire, en fait, ça vient du fait qu'on a mis le stage en prérequis du passage des blocs, donc on a un écart qui est dû à ça parce que les gens ont du mal à faire un stage. Justement, on décide dans le cadre du renouvellement de changer ce prérequis parce que ça nous a posé problème sur notre cycle. Voilà. Donc, ce n'est pas tant qu'un dossier est acheté à la poubelle quand les chiffres ne sont pas ce qu'on voudrait qu'ils soient. C'est juste qu'il faut les argumenter, les expliquer, les comprendre et rebondir, c'est-à-dire mettre en place des solutions pour améliorer ça sur le cycle d'après. Très bien, merci. Oui, Claire? Oui, du coup, je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Quand c'est un titre qui est détenu par exemple, un ministère, en fait, forcément, l'argument de dire on va changer de prérequis, on ne peut pas, en fait, parce que c'est eux qui. C'est pas votre problème. C'est-à-dire que là, c'est le problème du certificateur sur son renouvellement que j'évoque. Vous, faut surtout voir dans les conditions d'habilitation du ministère, qu'est-ce qu'il vous impose. Voilà. Mais après, je veux dire, quand on est organisme partenaire, il faut juste qu'on respecte les règles qu'on nous impose. Il faut voir du coup avec le certificateur si on rencontre des difficultés particulières. Mais là, j'allais un petit peu plus loin. Je suis certificateur, je fais face à des chiffres qui ne collent pas. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, effectivement, quand on est partenaire, ce que je viens de dire, ça ne s'applique pas parce que quand vous êtes partenaire, vous n'êtes pas responsable du renouvellement de la certification. Par contre, vous êtes responsable de respecter les règles qu'on vous a dit. Donc, dans le cadre d'un titre pro, il faut voir comment justement le ministère vous impose, ce qu'il vous impose en termes de résultats, et s'il y a une difficulté, se rapprocher d'eux. Merci. Après, les titres pro, ils n'ont pas les mêmes règles que les certificateurs privés, hein, c'est toujours pareil. Donc, je pense qu'il n'y a quand même pas de mal à renouveler. Oui. Merci. Oui, alors, et dans la continuité, donc, est-ce que le certificateur peut inciter l'organisme de formation à accompagner les candidats dans la recherche d'un stage et avoir de manière à ce qu'ils puissent tous avoir un stage et être inscrits à la certification? De toute façon, il faut que le certificateur rebondisse. Ça veut dire qu'il voit que c'est une problématique, donc il faut qu'il réagisse. Et il peut aussi dire, dorénavant, vous inscrivez les gens sur le CPF que lorsqu'ils ont déjà un stage. Ah ouais. Je n'ai pas dit qu'il allait le faire, mais il peut. Voilà, quand on est certificateur, il faut trouver des solutions pour pouvoir atteindre ces résultats. Donc, ça peut être ça, effectivement. Mais c'est compliqué parce qu'en fait, ils s'inscrivent au CPF avant le début de la formation et en général, le stage, il est à la fin de la formation. Et Non, c'est tout la solution, hein. Ça reste une piste à explorer. En tout cas, il faut trouver des solutions pour améliorer les résultats. Donc oui, il y a différents niveaux d'action qu'on peut mettre en place, mais ça reste une vraie problématique. C'est vrai que si finalement j'ai des gens qui sont formés, qui ne peuvent pas passer l'épreuve,
il y a quand même une réflexion à avoir sur ça, quoi. Ok. Merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui émanent des contrôles? Je savais que ça vous ferait parler, ça. C'est toujours le sujet qui fait parler. Bon, alors je continue. Allez, on continue. Puis de toute façon, si vous en avez qui viennent un peu après, on les prendra aussi. Donc là, comme je le disais, je change un peu d'angle parce que quand même, OC Connect, c'est des certificateurs, beaucoup en principe. Donc, je passe un peu côté certificateur. Donc là, si vous étiez que partenaire, ça ne vous concerne pas, mais c'est quand même important de savoir les enjeux qui pèsent sur le certificateur parce que vous pouvez comprendre pourquoi il vous impose autant de choses. Donc là, on va côté certificateur, comment on va pouvoir sécuriser le dépôt et quel est le lien avec tout ce qu'on vient de voir. Notamment le fameux dossier pédagogique qui est attendu depuis le 1er octobre 2025, qui est vraiment une grande nouveauté pour le coup, parce qu'avant, quand on envoyait ne serait-ce que le programme de formation France Compétences, nous tapait sur les doigts. Maintenant, il est attendu. On s'amuse beaucoup quand on est consultant RSRNCP. Donc, au niveau des moyens qu'on doit démontrer à France Compétences, il y a le fait de justifier les moyens pédagogiques. Donc, ça, c'est tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire présentiel, distanciel, synchrone, asynchrone, les choix que j'ai faits pour construire ma formation, pourquoi ils sont cohérents au regard des compétences visées. Et il faut développer un argumentaire. J'ai vu là des dossiers on m'a consulté pour des dossiers qui ont été refusés vis-à-vis de ça, parce que les gens, ils ont juste listé en fait leurs moyens. Non, on ne vous demande pas juste de lister les moyens, on vous demande d'argumenter pourquoi ces moyens sont cohérents par rapport aux compétences visées. Donc, ne vous contentez pas juste de dire on a ci, on fait ci, même si c'est très bien. Mais là, il faut argumenter. Il faut dire voilà, j'ai choisi de mettre en place du synchrone et du asynchrone parce que ceci, parce que cela. Il faut vraiment aller dans le détail. Vous devez aussi démontrer la qualité de l'encadrement. Alors, ce qu'on appelle l'encadrement, c'est tout l'encadrement des stagiaires, déjà les formateurs qui interviennent, quels sont leurs profils, quelles sont leurs expériences, comment vous les sélectionnez, comment vous vous assurez de mettre en contact des élèves, des personnes qui ont vraiment les compétences nécessaires pour transmettre. Et leurs compétences, c'est pour pouvoir les amener au niveau attendu. Vous aussi, comment vous accompagnez les personnes dans le cadre de leur parcours, à la fois de leur statut de stagiaire à leur statut de candidat. Si vous avez des partenaires, comment vous encadrez tout ça également? Donc voilà, c'est important de pouvoir le démontrer. Et comme je dis, on est dans la démonstration, on n'est pas juste dans le fait de lister ce qui est fait. Vous devez aussi attester des moyens techniques disponibles. Selon les formations, il y a plus ou moins de matériel technique qui peut être attendu pour développer les compétences. Donc là aussi, comment vous vous êtes équipé. Si vous faites des formations à distance, comment vous vous assurez que les personnes elles ont un environnement qui soit approprié. Alors, tout ce que je viens de dire, finalement, ça résonne normalement avec votre certification Calliope, puisque c'est l'indicateur 17 de Calliope. Donc, normalement, ce n'est pas des choses qui sont censées être nouvelles. On n'est pas censé créer des éléments pour France Compétences. C'est des choses qu'on doit avoir déjà au sein de son organisation, au sein de son OF, parce qu'on a dû les démontrer dans le cadre de Calliope. Donc là, c'est plutôt d'aller regarder ce que vous avez déjà et de le valoriser, de l'expliquer à France Compétences. Donc après, on en a parlé, une grande partie des organismes certificateurs qui sont aussi organismes de formation oublient qu'il y a vraiment un enjeu dans la partie formation de préparation à l'examen. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fait défaut aujourd'hui. Donc, si vous mettez l'accent dessus dans votre dossier, vous différencierez forcément. Et aussi, comment vous encadrez vos partenaires. Donc ça, je vous invite à reconsulter le webinaire qu'on a partagé dans le chat. C'est très, très, très important. Oui, vous pouvez avoir des partenaires, mais vos partenaires ne peuvent pas faire n'importe quoi. Donc, comment vous avez validé leur pratique pédagogique? Comment vous avez validé qu'ils avaient les moyens nécessaires? Comment vous avez validé qu'ils sélectionnaient leurs formateurs? Et ça, c'est très important de le préciser à France Compétences. Vous pouvez être vous-même parfait, mais si derrière vos partenaires font n'importe quoi, en fait, ça va pénaliser votre dossier. Donc, vous devez démontrer que vous avez aussi un contrôle de vos partenaires. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas dans le fil de discussion. Je ne sais pas si certains veulent partager des choses. Alors, c'est l'heure de ma petite page de pub. Si vous avez besoin d'aide, ne serait-ce que pour créer ou renouveler votre certification RS-RNCP, n'hésitez pas à aller sur mon site caliboost.fr et découvrir les différentes offres que je propose.
je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Voilà. Comme d'habitude, de toute façon, pour ceux qui sont sur le Slack d'OC Connect, on vous repartage dans la journée le replay, le support, les coordonnées de Anne-Lise. Et puis Anne-Lise est dans le Slack, donc vous pouvez aller lui parler autant que nécessaire. N'hésitez pas pour ça. Alors, on a des petites questions. Le dossier pédagogique doit-il répondre aux critères 2 bis et 2 ter? Oh là là, je connais mes critères par cœur maintenant pour répondre aux questions. Le dossier pédagogique, en fait, c'est surtout que c'est dans le document principal, que vous soyez ORS ou RNCP, on vous demande de démontrer l'adéquation des moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement avec la certification. C'est un peu vague, mais justement, le but était de vous guider sur aujourd'hui, voilà, tout ce qu'on attend dans cette partie-là, et j'espère que ça vous aura aidé à le comprendre. Et si ce n'est pas le cas, que vous avez des questions et que vous avez besoin d'approfondir ce que France Compétent attend, n'hésitez pas à me demander. J'en parlais aussi dans le chat l'autre jour avec quelqu'un. Vous pouvez être amené à fournir une matrice en fait croisée. D'un côté, vous mettez les compétences de la certification et de l'autre, vous mettez votre déroulé pédagogique pour montrer que ça colle parfaitement entre voici les compétences visées et voici comment moi j'amène les personnes à les atteindre. Ça, c'est un très bon outil que vous pouvez utiliser dans le cadre de cette démonstration. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Léa. Alors, on avait une question de Véronique. Jusqu'où doit-on imposer un contenu de la formation, exercice, illustration, etc. À vos partenaires, j'imagine. Je pense. Alors, là, c'est quand même assez libre parce que vous avez des certificateurs qui imposent carrément le contenu, qui peuvent même proposer que leurs partenaires achètent le contenu, les slides, enfin vraiment, voilà, le contenu de formation ou le e-learning, enfin, ça dépend. En fait, souvent, ce qui est proposé, c'est pas vraiment d'imposer vous pouvez imposer du présentiel, vous pouvez imposer un nombre max de stagiaires, vous pouvez imposer un tarif, vous pouvez imposer un volume d'heures, tout ça, vous avez le droit de le faire. Souvent, ce qui est fait, surtout, c'est de vérifier que ce que le partenaire propose est cohérent avec la certification. Donc, la fameuse matrice dont je vous parlais est un très bon outil à faire compléter aux partenaires pour s'assurer que leur parcours pédagogique correspond parfaitement aux compétences de la certification. Et c'est un élément de preuve qui peut être attendu tant dans un contrôle CPF que justement dans un renouvellement France Compétences pour démontrer qu'on a vérifié que les contenus des partenaires étaient cohérents par rapport aux compétences visées par la certification. C'est plus clair. Oui, super. Je crois qu'on a aussi un message de Jessica qui n'est pas une question, mais qui dit qu'elle va regarder le replay, parce qu'il y a beaucoup de notions dont il faut s'imprégner, et c'est pour ça aussi qu'on vous met des replays. J'en profite du coup pour rebondir là-dessus. Il y a les replays, certes, mais il y a des conversations qui sont sympas de réavoir, etc. Donc, bien sûr, nous, on vous propose régulièrement des thèmes, on brainstorm ensemble sur des choses, et c'est souvent les mêmes choses qui reviennent. Mais si jamais il y a certains axes que vous souhaitez qu'on aborde comme ça dans des ateliers, n'hésitez pas à me faire un petit mail ou un petit Slack sur le sujet. Comme ça, au moins, moi, je me le note et on en reparle quand, avec les filles, on s'organise les prochaines sessions. Le but, c'est effectivement que ça vous soit utile. Hein. Donc, si vous avez des difficultés en tant que certificateur, organisme de formation et que vous avez envie qu'on en discute tous ensemble et qu'on puisse y réfléchir, on a à la fois les webinaires, mais on a des fois des ateliers un peu plus ouverts qu'on peut organiser avec Léa de discussion. Donc, on pourra vraiment choisir le format qui est adapté pour répondre à votre problématique. C'est pour ça, que ce soit très ciblé ou plus large, n'hésitez pas. Et puis, je sais qu'il y en a, on parle du Slack d'OC Connect depuis tout à l'heure, mais je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont aussi sur le Slack d'OF Connect. De mon côté, j'y suis, Anne-Lise, je pense que tu y es aussi. Donc voilà, vous pouvez nous retrouver du côté d'OF Connect aussi si besoin. Eh bien, écoutez, si jamais on n'a pas d'autres questions, on va pouvoir mettre fin à cet atelier. À savoir que le prochain sera le 20 mai. Je vais vous partager un petit peu toutes les informations la semaine prochaine. On va parler des enquêtes d'insertion professionnelle. Donc,
beaucoup pour le RNCP, enfin 2 sûrs pour le RNCP, mais on vous le recommande très fortement pour le RS et je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à faire ces enquêtes de manière assidue. Donc voilà, je vous partagerai tout ça la semaine prochaine. Merci à tous pour vos questions, pour votre participation et puis à très bientôt.